La France a tué mon mari, c'est l'actualité dramatique que vous connaissez. La France a tué mon mari par excès de tolérance. Harmonie Comines, la veuve d'Éric Comines, gendarme, tuée par un chauffard récidiviste. Lundi, lors d'un refus d'obtempérer, a crié hier sa colère. Elle a tout dit. Comment en finir avec ces drames ? La question que nous allons vous poser ces prochaines minutes, je vous propose de réécouter quelques secondes d'Harmonie Comines. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Elle parle également du laxisme de la justice et ce sont des débats qui sont ouverts une nouvelle fois parce que ce sont des débats récurrents qui sont ouverts depuis hier. Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors ? Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Pierre-Marie Sève est directeur de l'Institut pour la justice. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. La justice ne sait plus ce qu'elle veut. Elle ne veut plus punir. Sous l'effet de dizaines d'années de réflexions pseudo-intellectuelles universitaires dans lesquelles on nous dit que la prison crée la récidive, où on nous dit que la prison n'est pas la solution, ou que la pauvreté est l'unique cause de la délinquance. Donc on a toutes ces réflexions-là qui innervent tout le monde universitaire. Moi, en faculté de droit, je l'ai vécu, ça, où on me disait, oui, il faut toujours éviter la prison. Et in fine, oui, c'est bien ça que le système cherche, c'est éviter la sanction, éviter la prison. Donc, notre justice ne veut plus punir, elle ne sait même plus punir. Avant d'être en direct avec l'adjudant-chef de réserve Franck Gully, qui était un ami de monsieur Éric Comines, je vous propose d'écouter quelques déclarations. Sébastien Chenu, qui est député Rassemblement National, invité ce matin sur CNews et Europe 1. Vous l'avez dit, c'est un Cap-Verdien multicondamné, multirécidiviste. Qu'est-ce qu'un Cap-Verdien ? Il vient d'un pays qui n'est pas en guerre. Il vient d'un pays dans lequel il pourrait retourner sans trop de problème. Fait sur notre territoire après avoir été multicondamné. Il y a un principe sain et qu'il faut absolument insérer, j'allais dire, dans la pensée politique aujourd'hui que nous portons, c'est que tout étranger sur notre sol qui commet un délit ou un crime doit être expulsé. Et c'est une parole évidemment de bon sens. Lucie Castetz, qui est candidate du nouveau Front Populaire pour Matignon, je crois qu'elle ne l'est plus d'ailleurs, elle était ce matin sur BFM. Pour moi, le sujet, c'est le fonctionnement de la justice. D'ailleurs, cette dame le dit, dans sa grande douleur, elle dit quand même « je ne parle pas d'étrangers ». Elle parle du fonctionnement de la justice. Je pense qu'il faut se garder de tirer des conclusions hâtives sur la base d'un fait divers. Je pense que là, la question, c'est les moyens de la justice, l'efficacité de la justice. Il faut une justice qui rende ses décisions rapidement et qui soit en mesure de travailler sereinement. C'est terrible de dire ça et on essaye de ne pas se mettre en colère, mais ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société, ce n'est pas un fait divers. Quand régulièrement les mêmes faits reviennent à intervalles réguliers, ça ne devient plus un fait divers. Un fait divers, par définition, c'est quelque chose qui arrive une fois, mais quelque chose qui arrive tous les jours. Des refus d'obtempérer, il y en a un tous les 20 minutes. Donc ce n'est pas un fait divers. C'est ça qui est tuant, cette volonté de ne pas dire, de ne pas voir les choses chez certains, et notamment, disons-le, à gauche. Clémentine Autain, députée Nouveau Front Populaire, elle était sur LCI ce matin. Croire que c'est en augmentant, par une inflation sans fin des peines, qu'on empêche des délits et des crimes de se perpétrer est une erreur factuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas une opinion. Je suis pas en train de vous donner mon opinion. Je constate. Donc l'entrée n'est pas la bonne. C'est-à-dire l'entrée consiste à dire à chaque fois qu'on est face à quelque chose qui est insupportable, et je partage, je trouve ça inacceptable, qu'un gendarme, c'est-à-dire quelqu'un qui a une fonction de nous protéger sur un enjeu qui est la route, où tout le monde doit pouvoir être en sécurité sur la route, et il est face à un délinquant, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse d'obtempérer, qui en plus est multirécidiviste, c'est insupportable et il le tue. Ça, c'est pas possible. C'est pas acceptable dans une démocratie. Donc il faut trouver la solution. Mais penser que la solution, ça serait de dire on va mettre tout le monde en prison, on va tuer les gens qui refusent d'obtempérer, etc. Non. Vous vous rendez compte, là aussi, et c'est ça qui est terrible, c'est que Madame Autain, elle dit n'importe quoi. Il ne s'agit pas de
tuer tout le monde, ni de mettre tout le monde en prison. Il s'agit de mettre effectivement ou de faire passer par la case prison les gens qui font un refus d'obtempérer, ce qui n'est pas la même chose. Je le dis tous les jours, on est 6 ici, ça ne peut pas nous arriver à nous. Personne ici, ni Géraldine Hamon, ni Laurent Tessier, ni Fabrice Lafitte, ni nos amis à la programmation, Olivier Guénec et Alexandre Omar, ne feront un refus d'obtempérer. Ce n'est pas possible, ça n'arrive pas. Donc ceux qui font un refus d'obtempérer, c'est souvent les mêmes, c'est 97% des hommes. Donc déjà, c'est quand même une catégorie très particulière. 97% sont des hommes et 75% ont moins de 30 ans. Eh bien, ces gens-là, il faut effectivement qu'ils passent par la case prison. Et oui, ce sera dissuasif. On tente. Chiche, Madame Autain. C'est insupportable d'entendre Madame Autain et cette pensée de gauche qui ne veut pas sanctionner, qui refuse de sanctionner, qui explique que la prison ne sert à rien, que la prison fait qu'il y a plus de multirécidivistes, etc. Bah, contente. Le problème, c'est que vous savez bien que si on le tente, ça sera efficace. On l'a vu d'ailleurs avec les infractions qui ont multiplié sur la route. Bah, ça a changé la conduite des Français parce que la peur du gendarme, ça fonctionne. En tout cas, la sanction, ça fonctionne. Il est 11h14. La pause, on revient. Et vous pouvez... Bonjour, Monsieur Guély. Bonjour, Pascal. Et merci d'être avec nous. J'imagine que ce matin, comme nous tous, mais vous peut-être davantage, puisque vous étiez un ami, vous êtes à la fois effondré et en même temps peut-être en colère. Ah oui, oui. Là, depuis 24 heures, la colère a pris le dessus, honnêtement, parce que déjà, je tenais à vous remercier, vous, d'avoir rectifié ce terme de fait divers. Rien que de le dire, ça me hérisse les poils sur le bras. Parce que je veux pas qu'on classe Éric dans les faits divers. Il a été tué. On l'a tué. C'est pas un simple fait divers qu'on laisse comme ça. On va cocher dans les statistiques et tout. C'est pas ça. Et quand j'entends des politiques qui, pour moi, sont censés être intellectuellement au-dessus de la norme, qui sont censés être intelligents, cultivés, faire ça ou dire ça, je sais pas, c'est plus de la provocation envers ceux qui sont en deuil que d'avoir un minimum de respect pour la mémoire d'Éric, quoi. C'est tout. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi ils disent ça. Parce que ma conviction, et je le dis depuis ce matin à l'antenne, puisque je les connais, les hommes politiques, c'est qu'ils savent ce qui se passe. Ils le savent. Ils disent d'ailleurs des propos en privé qu'ils ne disent pas en public. Alors pourquoi d'abord ne disent-ils pas les choses et pourquoi ne font-ils pas les choses ? Et mon analyse, et je peux me tromper, c'est qu'ils ont peur. Que les gouvernants ont peur. Ils ont peur des médias, ils ont peur du candidaton, ils ont peur d'être taxés de racistes, fascistes, ils ont peur de passer pour des gens d'extrême droite, ils ont peur d'être éjectés du système, ils ont peur de perdre leur place, leur fauteuil. Il y a une forme de lâcheté, il y a une forme ils sont pleutres, ils sont timorés. Et sur le fond, ils sont lucides. Mais il faut beaucoup de courage pour affronter aujourd'hui une pensée dominante, notamment dans les médias. Elle n'est que dans les médias, cette pensée dominante. Elle n'est pas forcément ailleurs. Mais c'est quoi les médias ? C'est l'université, c'est évidemment les domaines artistiques, les domaines journalistiques, les domaines intellectuels et tout ça. Et pour affronter tout ça, ils préfèrent être dans la ligne de la doxa. Donc c'est ce que dit Madame Autain, par exemple. Voilà, la prison n'est pas la solution. Donc là, t'as pas de souci en disant ça. Mais si tu commences à dire, on va rouvrir un bagne, ce que je ne dis pas, bien sûr. Mais si tu commences à aller sur des positions comme ça, là, tu es exclu du champ médiatique, Franck Guély. Ouais, mais alors, où est le courage du politique, le courage qui va faire que on va redresser les choses quand les choses ne vont pas, quand on veut aller de l'avant, quand on veut faire en sorte que ce qui n'est pas sur la route puisse se mettre sur la route, si on n'a pas des politiques avec ce courage-là. Mais c'est... Vous savez, les périodes de courage, elles arrivent dans des moments de catharsis, dans des moments d'explosion parfois, et tout d'un coup, un homme arrive et propose quelque chose et qui change la donne.
Mais cet homme-là, il est attendu manifestement. Ou cette politique-là, d'ailleurs, elle est attendue. Ça peut être incarné aussi par un parti, pourquoi pas, par un groupe d'hommes, je ne sais pas. Puisqu'en plus, ça viendrait en résonance du plus grand nombre. Ouais. Mais au-delà de ça, parce que ça, c'est souvent des questions que nous avons. Moi, je voudrais que vous me parliez de votre collègue, Oui, Éric Comines. Qui était-il ? Vous l'avez fréquenté, et c'est ça aussi qu'on a envie d'entendre. Éric, c'était ce qu'on appelle un bonhomme. Un bonhomme, c'est-à-dire, à travers lui, transparaissait tout ce qu'on peut attendre d'un gendarme, c'est-à-dire l'honnêteté, la loyauté, l'intégrité, tout ça. Mais à part ça, c'était aussi un monsieur qui était respecté de tous ses camarades qui travaillaient au peloton. Et moi, j'en avais aussi beaucoup d'échos par rapport à mon fils qui travaillait avec lui et qui avait fait sa dernière patrouille avec lui samedi soir, juste avant le drame. Et voilà, je veux dire, c'était un monsieur avec un grand M, un monsieur comme on aime les avoir en tant que camarades, les côtoyer. C'était ça, Eric. Et derrière, derrière tout ça, il y a ce drame qui va faire 2 orphelins, qui va faire une veuve et qui va plonger dans le doute toute une corporation, tout un métier, parce que comme je vous dis, mon fils est là-bas parce qu'il est GAV, c'est-à-dire gendarme adjoint volontaire. Et ces gens-là sont imprégnés de ces mentors. Ils les appellent les mentors. C'est-à-dire ces gens-là, c'est eux qui vont transmettre l'amour et le plaisir du métier. Mais si eux voient ces gens-là décimés les uns derrière les autres, sans rien derrière, que voulez-vous attendre de la future génération de gendarmes ? Mais vous savez qu'il y a actuellement une hémorragie, autant dans la police nationale que dans la gendarmerie, où sur les 5 premières années, plus de 30 ou 35%, j'ai pas les chiffres en tête, démissionnent. Il faut se poser la bonne question. Éric, c'était le genre de gendarme qui retenait ces gamins. Il leur disait, ça vaut le coup, vas-y, engage-toi, tu verras, il y a du bon, il y a des choses à faire, tu en sortiras plus grand et grandi dans tout le terme. Et quand il n'y a plus ces gens-là, quand il n'y a plus ces messieurs pour gérer ces jeunes, c'est quoi la prochaine génération ? Vous avez le sentiment que aujourd'hui, Gérald Darmanin, moi j'ai toujours le sentiment qu'il est proche des policiers, proche des gendarmes, qu'il fait le job, comme on dit, que lui-même hérite d'une situation qui n'est pas forcément facile, mais qu'il sait quand même trouver et les mots justes et les actions qu'il faut pour être présent auprès des policiers et des gendarmes. Ouais, je pense qu'à l'unanimité, on est tous sur ce même état d'esprit, oui, concernant le ministre. C'est vrai que les choses ont été faites. Maintenant, la peur, c'est que les choses peuvent être défaites dans les jours à venir, forcément. Donc, que va-t-il devenir de la police, de la gendarmerie dans les jours à venir, d'un prochain gouvernement, prochaine politique d'orientation gouvernementale ? Il va peut-être rester d'ailleurs. Il est possible qu'il ait envie de rester. On va marquer une pause. Est-ce que vous avez été surpris par la prise de parole de Harmonie Comines ? Alors, autant vous dire que oui, parce que quand j'étais à la cérémonie à Mandelieu, on était juste un peu à côté d'elle, là où se trouvaient les gerbes de fleurs. Et moi, j'étais pratiquement sur sa gauche, mais j'étais face au peloton, qui était là, au garde à vous, qui écoutait la veuve. Et donc, j'avais en ligne de mire mon fils et son camarade, qui étaient là, et je voulais voir comment ils allaient réagir, parce que tout le monde pleurait, vous en doutez bien. J'ai vu d'un coup les yeux s'ouvrir, vous voyez, de l'air de dire, mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui est en train d'être dit ? Et ce que je vais vous dire, ce que beaucoup ont dit ou on n'ose pas dire, c'est justement qu'elle a dit ce que beaucoup pensaient tout bas. Et cette colère latente, elle lui est due et elle est justifiée, à mon avis. Mais c'est vrai que sur le coup, ça a surpris. Et je voulais savoir jusqu'où ça aurait pu aller. Et là, tout à l'heure, quand vous avez repassé l'extrait, de l'entendre reparler, de fermer les yeux, ça m'a encore plus pris aux tripes que la première fois. Parce que la première fois, quand je l'ai entendu et que je l'ai vu, j'étais un peu pas préparé. Mais de la réécouter là, je peux vous dire que ça m'a pris aux tripes.
Franck Guély est avec nous. Il est adjudant-chef de réserve et il était un des collègues d'Éric Comines qu'il connaissait. Vous connaissiez également son épouse ? Non, Harmonie, je la connaissais pas. Non, c'était surtout mon fils qui la connaissait. On va marquer une pause. Restez avec nous, Monsieur Guély. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous dites. Et puis il y a également aussi beaucoup de détermination et de volonté que les choses puissent évoluer. À tout de suite. On est avec l'adjudant-chef de réserve Franck Guély qui faisait partie des renforts au sein du peloton motorisé depuis plusieurs années. Aujourd'hui, vous êtes toujours en place, Monsieur Guély ? Oui, je suis toujours au sein du groupement gendarmerie des Alpes-Maritimes détaché à ce qu'on appelle la CRT Grasse. Et je fais des renforts sur tout le département en fonction des événements et des besoins. Donc les collègues aujourd'hui sont retournés sur le terrain et certains vont être dans la même situation que Monsieur Comines aujourd'hui, c'est-à-dire que ils vont proposer à certaines voitures, certains conducteurs de s'arrêter et ils sont sous la menace d'un refus d'obtempérer. C'est ça. On va dire que c'est le pain, le lot quotidien du gendarme ou du policier qui va faire son boulot et ce qui s'est passé là ne peut pas être effacé dans le genre ça a été un malheur et puis on va essayer de faire autrement. Vous n'avez pas 36 façons de faire un contrôle routier. Il n'y en a qu'une. Il y a quelque chose qui m'a frappé et qui est peu dit d'ailleurs, c'est que ce jeune homme qui est, pas un jeune homme d'ailleurs, qui a 30 ans, qui est capverdien, qui était donc sous le coup de nombreuses infractions et qui peut-être n'a pas fait une seule journée de prison d'ailleurs, qui avait d'ailleurs 9 points sur 12 sur son permis de conduire et à qui on a renouvelé son titre de séjour. Il roulait à bord d'une voiture de luxe, voiture de marque allemande, voiture puissante. Je ne sais pas quels étaient ses revenus et je ne sais pas quel est son travail. L'enquête le dit ou le dira, mais pour le moment, on n'a pas d'informations. Mais on peut être étonné aussi de cela, Franck Guély. Alors, paradoxalement, pas tellement. Bon, on est sur la Côte d'Azur et sur la Côte d'Azur, le m'as-tu vu est quelque chose qui est malheureusement répandu. De nos jours, sans avoir besoin d'avoir de gros revenus, avec les leasings que proposent les concessionnaires auto, toutes marques confondues, vous pouvez avoir une très très bonne bagnole pendant 3-4 ans, le temps du contrat, et après la revendre ou la garder, c'est à vous de voir. Et donc vous pouvez vous permettre ce luxe-là. Il n'est pas, je dis pas qu'il est à la portée de tout le monde, mais il n'est pas exclusif. Il n'est pas exclusif. Donc que ce genre de personnes se retrouvent avec ce genre de véhicule entre les mains, ça nous étonne pas. Nous, quand on fait des contrôles routiers, qu'ils soient concertés ou non, quand on fait ça, on voit ça. C'est continuel. C'est les voitures de sport dans les mains de gamins. Les contrôles routiers, quand vous en faites, vous allez contrôler combien de personnes ? Généralement, ça dure combien de temps un contrôle routier ? Entre 4 heures, 5 heures, 6 heures, vous êtes sur le terrain ? Non, ça dépend. Alors, il y a 2 sortes de contrôle routier. Le contrôle routier qui est fait sous la tutelle du chef de patrouille, suite à, par exemple, si vous êtes dans une région où il y a eu beaucoup de cambriolage, un quartier où il y a eu des problèmes et tout, des incivilités ou quoi que ce soit, vous vous mettez là pendant X temps, ce qui peut aller de 10 minutes à 1 heure selon le passage et selon les infractions que l'on peut constater ou voir. Et après, vous avez le contrôle qui est sous commission rogatoire et que là, c'est le procureur qui dit, voilà, vous mettez à tel endroit, de telle heure à telle heure, je veux tant d'effectifs, je veux le maître chien, je veux l'hélico, je veux ça. Et donc, à ce moment-là, c'est sous contrôle directement de la justice, judiciaire. Et le dernier contrôle routier que vous ayez effectué, c'était quand ? La dernière opération que vous avez faite ? La dernière opération, c'était sur Montsartou. C'était sur Montsartou, sur un rond-point qui était accidentogène. Bon, et vous êtes resté combien de temps ? On est resté pas longtemps. Je crois qu'on a fait 2 fois 30 minutes parce qu'en fait, on naviguait sur les deux ronds-points. Parce qu'il faut que je vous explique quelque chose. Maintenant, avec les applications, vous ouvrez le téléphone parce que nous aussi on a l'application. J'ai compris, ça vous êtes. Mais alors, quand vous arrêtez les gens, ça se passe, vous diriez que ça se passe plutôt bien, que les gens sont compréhensifs ou que vous sentez une agressivité qui n'est pas agréable pour faire votre métier ? Alors, je dois être honnête sur ce coup-là, depuis l'histoire du Covid, on sent une agressivité. Avant le Covid, les gens se laissaient contrôler, je dis pas
je dis pas que c'était gentiment, mais ils comprenaient le contrôle. Quand il y a eu le Covid, on était obligé de faire des contrôles sanctions parce que les gens n'avaient pas le droit de sortir. Il fallait qu'ils sortent, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec tous les documents pour justifier leur déplacement et tout, et c'était verbalisable de suite. Donc il y a eu un mauvais essai qui a été l'essai Covid par rapport à ça. Et donc maintenant, dès que vous arrêtez quelqu'un pour un contrôle, il y a une chance sur deux pour que ça hausse le ton. Et notamment peut-être si c'est un homme qui conduit, puisque manifestement les refus d'obtempérer, 97% sont des hommes, et s'ils sont plus jeunes, sans doute il y a plus d'agressivité que chez un monsieur qui a un certain âge. Alors, dans ce cas-là, je dirais que le jeune aime le conflit. C'est ça. Attention, je ne fais pas de généralité. Mais non, mais les stats, 97% des hommes, c'est une généralité. Hein, ça, c'est d'ailleurs, moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que les hommes jeunes, lorsqu'ils conduisent, bien souvent, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Ils ont un rapport à leur voiture, certains, bien sûr, certains. Mais quand je me fais doubler, je l'ai souvent dit, quand je me fais doubler comme ça dans Paris et que quelqu'un fait n'importe quoi, tu peux être sûr que c'est un homme et qu'il a pas 30 ans. Hélas. Oui. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous aimeriez comme solution radicale ? Par exemple, est-ce que vous pensez que tous les refus d'obtempérer, même ceux qui sont sans gravité, ceux qui ne sont sans conséquences, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui refuse de s'arrêter, qui refuse d'obtempérer et que vous retrouvez doit passer par la case prison ? Est-ce que ce serait, selon vous, dissuasif ? Alors, pour moi, ça serait dissuasif. Le problème, a-t-on les moyens de faire ça ? Après, il faut se donner les moyens, c'est toujours pareil. Ouais. Si on veut changer une politique pénale, faut se donner les moyens, faut construire des prisons, pourquoi pas imaginer des lieux nouveaux et mettre en place, se donner les moyens. Autrement, la politique ne sert à rien. Ça sert à rien de faire de la politique si on n'a pas les moyens d'appliquer sa politique. Tout à fait d'accord avec vous sur ce coup-là. Moi, je pense que oui, ce serait bien qu'il passe par... Alors, on dit casse prison, c'est le principe... oui, le principe, c'est-à-dire qu'un gosse de 18 ans ou 20 ans, vous lui mettez 3 semaines de prison, peut-être que ça le fait réfléchir, en fait. Ouais, moi je pense que si on se donnait les moyens de faire ce qu'il faut pour faire des centres fermés pour ces délinquants-là, où il y aurait uniquement ces délinquants-là, qui ne soient pas mélangés avec les droits communs dans des maisons d'arrêt ou dans des prisons, mais voilà, où ils soient renfermés, privés de leurs droits et de leur liberté pendant X temps, je pense que ça peut calmer. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Ce serait plus violent. Par contre, la récidive, ce serait plus violent que la récidive actuelle. C'est-à-dire que quand il y aura récidive, ou quand il y a récidive avec blessure ayant entraîné à mort ou non d'une personne lambda, là où je ne parle pas non plus uniquement police ou gendarmerie, mais dès le moment où on a causé du tort, où on a blessé quelqu'un et tout, là, par contre, c'est prison ferme. Évidemment, ça évidemment. De suite, voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Guély, et j'imagine vraiment la douleur, et puis à travers vous, c'est l'occasion de parler des gendarmes, des policiers qui nous écoutent peut-être, qui font un métier si difficile. C'est l'occasion de dire aussi à ceux qui sont arrêtés par les policiers, les gendarmes, aidez-les. Lorsque vous êtes arrêté, c'est pas un moment forcément agréable à ce moment-là, parce que vous aviez peut-être prévu de faire autre chose, mais soyez dans ce moment-là courtois, agréable, ouvert, et je vous assure, ça se passera bien. Et au contraire, les policiers seront sensibles, parce qu'ils sont parfois, on leur parle mal, ils sont parfois méprisés, pour plein de raisons. Donc, lorsque vous adopter un ton de courtoisie et même de soumission pendant ces quelques instants-là, croyez-moi, je suis convaincu que au bout de 3-4 minutes, lorsque l'infraction a été décidée, eh bien tout ça peut rentrer dans l'ordre et peut se terminer de la meilleure des façons pour un contrôle banal, bien évidemment. Merci beaucoup, Monsieur Guély. Vraiment, merci grandement à vous et bon courage pour la suite.